Bonsoir, merci de rester fidèle à nos programmes. Nous allons reparler encore ce soir de cette crise au Niger, cette crise dont les derniers développements font état d'une certaine disposition de la junte militaire à engager les négociations avec l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, pour ce qui concerne en tout cas les derniers développements de cette actualité. Nous allons discuter un peu de cette problématique du coup d'État survenu dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis quelques semaines, et nous allons en parler avec Dissel Amoussou, que nous avons dû sortir de ses vacances, consultant en communication, expert en investigation sécuritaire. Dissel Amoussou, bonsoir. Bonsoir cher ami Nouman, bonsoir amis téléspectateurs. Voilà, nous aurons aussi sur ce plateau Julio Tometti, juriste, analyste politique. Nous allons lui laisser le temps de s'installer. Dissel Amoussou, rapidement, vous demandez par rapport à cette crise, au dernier développement que je venais de présenter à l'instant. Il y a une délégation de religieux qui a été reçue hier par la junte militaire, le moins qu'on puisse dire. Et ça a pu faire décoincer quelque peu la discussion. Il y a comme une fenêtre d'opportunité en ce qui concerne les négociations qui s'ouvrent, puisque la junte publiquement a fait savoir qu'elle était prête à renouer les discussions avec la CEDEAO. Comment, déjà pour commencer, pour planter le décor de ce plateau, comment vous appréciez ces derniers développements? Merci cher ami, il faudra rajouter et dire que quelques heures après, cette même junte a décidé de traduire devant les instances judiciaires de la République du Niger le président Bazoum pour des faits se rapportant à la haute trahison. Oui, donc c'est un développement qu'il faudra rajouter à l'analyse globalement pour dire que lorsqu'il y a crise, il faut parler comme le président Patrice Talon de la République du Bénin pour dire que tous les moyens seront utilisés pour qu'il y ait un règlement de cette crise. Et dire que dans le contexte du Niger, il y a la normale, ce qui pourrait s'apparenter à la règle, qui s'est retrouvée en affront nez à nez avec la rébellion, la révolte, l'exaspération. Et s'interroger, c'est en cela que je voudrais interpeller les élites africaines autour du concept démocratie. La force des institutions de contre-pouvoir et l'hégémonie du pouvoir exécutif sur les autres institutions. Cet état de choses qui a pour corollaire une interpellation autour de la gouvernance de nos États dans le concept démocratique. Alors, lorsque globalement nous allons prendre pan par pan ces interrogations, nous allons nous demander si l'armée institution a le droit de se muer en contre-pouvoir et s'interroger enfin sur l'enthousiasme spontané ou coordonné, commandité des populations après chaque tort fait à l'ordre constitutionnel depuis 4 expériences maintenant en Afrique francophone. Ce soir, ma participation à ce plateau sera une participation d'interrogation
au fait de nous amener, peuple, élite, armée, à savoir quel est le rôle de chacun et quelle est la définition du couloir de chacun. Je vous remercie pour cette invitation. Voilà, Monsieur Lotomiti, je vous annonçais bonsoir. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Tissela Moussou a complété ce que j'annonçais comme dernier développement de la crise. Il faut dire que ce fameux communiqué de la junte de ce matin, la CEDEAO y a répondu en parlant, ce soir, en parlant de provocation. Hier, on pensait manifestement qu'il y avait un couloir de négociation qui s'est ouverte. Est-ce que le précédent de cette journée peut à nouveau crisper encore les partis? Et moi j'avais, comme vous le dites si bien, moi j'avais, comme beaucoup de compatriotes africains, un grain d'optimisme de ce que les uns et les autres parviendront à de meilleurs sentiments. Parce que comme le disait quelqu'un, la guerre qu'on gagne est celle qu'on arrive à éviter. Et j'étais persuadé que cette ouverture dont nous avons été informés hier, la CEDEAO aussi avait montré cette ouverture à l'issue du sommet du jeudi dernier, pour dire que en fait la voie diplomatique reste en fait une option sur la table. Sauf que à l'entame, la CEDEAO, comme dans son principe, comme dans une sorte de positionnement de principe, avait affirmé que si en fait les putschistes ne se retiraient pas, que les moyens militaires seront utilisés pour remettre en fait dans son contexte l'ordre constitutionnel. Et les dernières actualités démontrent en fait simplement que chaque parti joue ces dernières cartes. Parce qu'il vous souvienne, en fait, nous l'avions dit ici une fois, avec la junte aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ils sont dans une position quelque peu ambivalente. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, quel sera leur avenir proche ou lointain d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à mettre sur la table pour, en fait, si la menace d'intervention militaire venait à voir le jour, qu'est-ce que cela leur laissait comme perspective d'avenir d'une certaine façon. Donc, en fait, c'est en ce moment-là qu'on essaie de tirer les draps pour avoir d'une certaine façon des éléments, si je peux dire, des éléments de négociation. Pour dire simplement que, en fait, cette question de, de poursuite que la junte envisageait, engagée contre le chef de l'État, je me demande même dans quel contexte ça sera. Sur la bannière de quel texte fondamental, sur la bannière, puisque en fait vous avez mis en veilleuse en fait le texte fondamental, c'est-à-dire l'ordre constitutionnel. À partir de ce moment-là, quel ordre juridictionnel vous voulez utiliser, d'accord, pour poursuivre quelqu'un démocratiquement élu que vous êtes venu renverser d'une certaine façon. Donc ça reste pour moi, comme je le disais tantôt, en fait les derniers soubresauts d'une certaine façon d'un animal qui sent venir le danger d'une certaine façon. Donc on s'arrange d'une certaine façon pour se donner des éléments de garantie ou bien de montrer à l'autre partie que nous avons encore des choses à vendre. Donc, je pense que c'est toujours dans la perspective de pouvoir peser dans la balance lors des négociations, parce que ces négociations, j'ai la foi que ça continue et que ça continuera pour que, en fait, ce que nous craignons tous, mais qui peut être la voie salvatrice n'advienne, c'est-à-dire l'intervention militaire. Voilà. Tissela Moussou, l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, a affirmé très vite sa position. Pour beaucoup, en tout cas pour beaucoup de chefs d'État. Et là, on peut, disons, manifestement, au regard des différentes prises de position de ces dernières semaines, identifier clairement un axe Abuja, Cotonou, Abidjan, Dakar. Ça a été clair et ferme. C'est retour à l'ordre constitutionnel. D'abord, on a parlé d'ultimatum. On a laissé couler à l'inspiration de cet ultimatum. On a réaffirmé la disposition de l'organisation sous-régionale à discuter, à négocier, mais on a activé en même temps la force de la CEDEAO en attente pour être prêt à toute éventualité. Les fenêtres de négociation sont toujours ouvertes. Il faudra
le souligner et dire qu'il y a eu un clash de compréhension sémantique au départ. Voyez-vous, les présidents qui constituent, n'est-ce pas, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO ont une lecture autre qu'un coup d'État de la situation nigérienne aujourd'hui. Et globalement, les analyses évitent d'aller sur ce pan, alors que c'est de cela qu'il est question. Ils ont parlé de prise d'otage. Et c'est important. Et c'est ça qui a défini, n'est-ce pas, l'option militaire du départ. Et lorsque la junte s'est précipitée pour nommer un Premier ministre, les chefs d'État de la CEDEAO se sont dit certainement que cette junte a évolué. Mais il reste que le président Bazoum continue d'être l'otage des personnes qui sont censées assurer sa sécurité. Alors globalement, lorsqu'il y a prise d'otage dans un pays, quelles sont les réactions classiques? On observe. Est-ce qu'il n'y a pas de compromission ou de compromis et on recherche les complicités ou les raisons éventuelles de cette prise d'otage? Lorsqu'on s'aperçoit que c'est une opération criminelle, eh bien, tout État responsable commence à réfléchir sur les moyens à déployer pour libérer le ou les otages. C'est vrai, techniquement, on marche sur des œufs pour faire le moins de dégâts possible. Mais l'objectif d'un État responsable qui sent, qui observe que l'un de ses citoyens devient l'otage d'un groupuscule, quelles que soient les revendications de cette opération ou de ses auteurs, l'État organise donc la libération de son ou de ses citoyens. Alors donc, les chefs d'État de la CEDEAO se sont dit au départ qu'ils étaient en face d'une opération de prise d'otage. Parce qu'il y a coulé 2, 4, voire 5 jours entre le début de cette prise d'otage et la nomination d'un gouvernement, donc d'un Premier ministre. D'abord, on a pu observer qu'au départ, l'armée, comme en tant qu'institution, entité, a tergiversé, a évalué les rapports de force avant de se rallier. Parce qu'il s'est observé ou s'observe depuis peu qu'en Afrique francophone, notamment, ce qu'on appelle la garde républicaine ou la garde présidentielle par endroits sont suréquipés et sont en avance en matière de capacité de feu sur d'autres entités, d'autres corps de l'armée. Donc, l'armée nigérienne, globalement, a dû évaluer et s'est dit, la force de feu qu'on a en face ne nous permet pas d'aller à l'assaut. Rien ne leur garantissait la survie du président Bazoum à réinstaller
Donc, cette armée, globalement, n'a pas pu ou n'a pas voulu s'engager sur une piste tortueuse et n'a pas voulu s'adosser la responsabilité, n'est-ce pas, de la vie d'un chef d'État. Donc, intelligemment, elle s'est ralliée. D'accord. Alors, donc pour les chefs d'État de la CEDEAO, il faut libérer l'otage Bazoum. D'accord. Maintenant, il y a une évolution. On parle de coup d'État. Et à travers une guerre médiatique qu'on observe sur tous les réseaux sociaux, des murs, des non-murs, on sent qu'au-delà de la prise d'otage, il y a un maquillage de coup d'État qui s'observe aujourd'hui. Et on a tout fait, n'est-ce pas, d'avancer des raisons qui ne peuvent pas absoudre la prise d'otage, qui est une opération criminelle en soi. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, les présidents de la CEDEAO ont beau jeu, ils sont dans leur rôle, n'est-ce pas, de dire allons libérer notre collègue qui est pris en otage, qui devient l'otage. Maintenant, pour le faire, lorsqu'il y a prise d'otage, on demande les revendications, on analyse les revendications. Il est arrivé des cas où les otages ont été libérés sans coup de feu. Il est arrivé où les otages ont été libérés sans opérations militaires. C'est pour cela que je dis que les fenêtres restent ouvertes. L'intelligence doit s'installer dans la démarche des responsables de la CEDEAO pour octroyer des garanties, n'est-ce pas, de suite et de lendemain, quitte à ces militaires qui sont aujourd'hui considérés comme des auteurs, des auteurs de prise d'otage. Et mon vis-à-vis, mon débatteur, M. Tometti, l'a dit, s'est interrogé, quel va être l'avenir de ces personnes? Alors, lorsque des militaires sont dos au mur, le président Kérékou, à la conférence nationale des forces vives de la nation, s'était écrié: faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je forme un gouvernement aujourd'hui, je vais le faire. Et ceux qui veulent faire l'apprentissage de la gestion de la chose publique vont se retrouver pour faire l'apprentissage, mais qu'on ne nous dise pas démission. Feu général Mathieu Kérékou, c'est un soldat, c'est un militaire. Et ceux qui sont aujourd'hui responsables de cette prise d'otage sont des militaires. Et la plupart des présidents de la CEDEAO sont des civils. Le discours n'est pas le même, autant pour moi, chez un militaire que chez un civil, surtout lorsque le militaire se retrouve dos au mur. C'est pour cela que la CEDEAO devra, n'est-ce pas, revoir un peu, n'est-ce pas, sa banque de données lexicale, les mots qui sont utilisés, et revoir aussi un peu les démarches pour que la junte puisse sentir la passerelle d'une meilleure descente. Parce que ce qu'il faut sauvegarder en premier, c'est la vie du président Bazoum. Voilà. Jules Tometti, on peut supposer que cette fermeté affichée par les pays de la CEDEAO est sous-tendue par des raisons au-delà de la démocratie, par en tout cas la réalité du terrain. Le Niger est apparu ces dernières années comme, on va dire, l'une des dernières digues contre le phénomène terroriste, parce que en tout cas ces dernières années il y a des résultats probants sur le terrain dans la zone des 3 frontières. C'est un pays qui sur ce terrain là a
a connu ces dernières années, beaucoup de succès. Est-ce que, quand on considère les pays limitrophes, si le Niger saute, le Nigeria en sent le contre-coup, le Bénin qui jusque-là essaie de juguler les flux du Burkina vers notre pays sera obligé peut-être d'ouvrir un autre front du côté du Niger. C'est valable pour le Togo, c'est valable pour la Côte d'Ivoire certainement. Donc, est-ce que la motivation au-delà de la sauvegarde de la démocratie, la motivation sécuritaire aussi ne pèse pas dans la balance? Et comme a dit une organisation comme la CEDEAO, les préoccupations sécuritaires sont toujours de mise. Et là, on pourrait dire que, est-ce que, cette motivation ne rejoint pas celle de ceux qui ont, de ces putschistes d'une certaine façon, parce que les putschistes disent que c'est l'incapacité, l'une des raisons, que c'est l'incapacité, en fait, du président Bazoum à garantir, en fait, la sécurité du territoire d'une certaine façon, que les méthodes ou les moyens mis en œuvre ne sont pas de nature à véritablement contrer le mal. Ça veut dire que sur ce plan-là, je pense que la CEDEAO et les putschistes sont en phase. Sauf que les moyens utilisés n'ont pas été, ne sont pas en phase. Je voudrais brièvement rappeler aux téléspectateurs, en fait, la CEDEAO, c'est nous tous d'une certaine façon. Lorsqu'un pays accepte, d'accord, comme on le dit en droit généralement, c'est-à-dire lorsque vous partez à un traité, c'est que vous perdez, vous concédez une partie de votre souveraineté. Et vos parlements ratifient, d'accord. Ça veut dire que nous tous, nous avons dit, la CEDEAO doit exister et la CEDEAO doit fonctionner de telle façon. Et de cette façon, la CEDEAO doit fonctionner. Les principes de fonctionnement de la CEDEAO au sein des États, c'est la gouvernance démocratique. Il n'y a nulle part de place, en fait, pour, en fait, des interventions militaires de cette nature-là. Parce qu'on peut appeler les rapports de force militaires, non. Les rapports de force doivent être politiques. Les rapports de force doivent emprunter les mécanismes démocratiques pour pouvoir s'exprimer. Et on continue de le dire, la seule voie d'expression aujourd'hui en termes de gouvernance, ce sont les élections. De sorte que, si l'autre perspective qu'on peut dire, en fait, en voyant un peu plus loin, ça se dit, bien entendu, vous savez, ça s'est passé. Et les gens se posent la question, au Mali, au Burkina, on dit, pourquoi avoir laissé passer tout ça? Et que c'est pour le cas du Niger qui devient préoccupant. C'est comme si on disait à la CEDEAO qu'après chaque coup d'État, de prononcer en fait ces incantations de principe et que ça s'arrête là. À un moment donné, il faudra dire acte. Sinon, d'accord, nous serons tous confrontés à cette instabilité. J'ai dit, les raisons qui ont été évoquées, ce sont des raisons qu'on peut coller à presque tous les pays d'Afrique, parce que aucun de nous aujourd'hui n'est à l'abri, d'accord, de ces incursions djihadistes. Les problèmes économiques et sociaux sont notre lot quotidien. On n'est pas encore parvenu à trouver les moyens de résolution adéquats à ça. Ça veut dire que à tout moment, d'accord, on peut trouver des moyens pour justifier des coups d'État, alors qu'il n'y a plus question peut-être même de démontrer ce que ça fait dans la vie d'une nation que des gens accèdent au pouvoir de cette façon-là. De sorte que je continue de croire que la CEDEAO n'a pas exagéré, d'accord, dans son principe de départ, en montrant très vite, en fait, son positionnement. C'est ça qui fait que, en fait, le débat continue sur la question. Si la CEDEAO s'était comportée comme elle en avait l'habitude, après une semaine, 2 semaines, ce sera, comment dire, ce sera normalisé. Ce sera normalisé, ce sera légitimité. Comme Dessel Aboussou le disait, de ces soutiens spontanés ou coordonnés ou commandités vont s'élever un peu partout et on va dire oui, que c'est le peuple qui s'est exprimé. Alors que je l'ai dit tantôt, nous connaissons tous la voie d'expression populaire, c'est par les élections. De sorte que moi je reviens encore au néo-cas nigérien pour dire, en parlant en fait de l'armée, il faudra faire une différenciation en fait. La garde républicaine, l'objectif de la garde républicaine, c'est d'assurer la sécurité du président de la République, d'assurer la sécurité de la présidence de la République
les déplacements du président de la République. L'armée, elle est républicaine. L'armée, elle est républicaine. À partir de ce moment, je pense qu'il doit y avoir une démarcation. Je pense qu'en fait, si nous devons juger, comme le disait, comme ils le disent eux-mêmes, les putschistes, l'armée s'est rendue complice. D'accord? L'armée qui n'était pas partant au départ s'est rendue complice, en fait, d'un coup d'État, d'un putsch, d'une sorte de sorte que elle a, après s'être illustrée de cette façon-là, elle a cessé d'être républicaine. Parce que vous l'auriez observé, pour les autres, ça a été toujours comme ça, mais c'était au départ. Mais dans le cas du Niger, on a senti la démarcation au départ. On sait que c'est la garde républicaine et l'armée. On se demandait quelle sera la position. On avait même espéré que la position de l'armée serait celle de la CEDEAO aujourd'hui et une intervention musclée aurait permis, de certaine façon, d'exfiltrer d'une certaine façon le président Bazoum et d'aider, d'accord, à ce que l'ordre constitutionnel ne soit pas dérouté ou ne soit pas dérouté. Mais, comme le disait Lamoussou, peut-être que les hommes en armes, ou bien les militaires, ont leur langage. Certains disent que c'est pour préserver, pour éviter qu'un affrontement, en fait, entre garde républicaine et l'armée ne déteigne, en fait, sur la population pour créer, en fait, comme on peut dire le chaos. Mais je pense que l'armée, si elle devait prendre une position peut-être responsable, si ce n'est pas d'aller peut-être chercher à attaquer, mais c'est quand même de se contenir pour dire, afficher une position qui serait, d'accord, contre tout renversement de pouvoir par un coup d'État. Dissela Moussou, dans cette configuration que vous avez décrite tout à l'heure, que Julio a complété, on a comme l'impression qu'on est là, manifestement, dans la loi du plus fort. C'est-à-dire que la garde républicaine, la garde présidentielle surarmée, comme vous dites, dicte sa loi aux autres. Donc, peut-être que ce n'est qu'une affaire de temps pour que les autres se soient ralliés de bon cœur ou à contre-cœur. En fait, on installe le lit de l'anarchie, et pour que dans 6 mois ou dans 7 mois, dans 1 semaine, dans 3 semaines, qu'à la faveur d'un événement, que le rapport de force change et qu'on aboutisse, comme on l'a vu au Burkina Faso, qu'on aboutisse à un coup dans un autre coup. La garde républicaine ou la garde présidentielle par endroit n'est pas détachée de l'armée. Elle fait partie intégrante de l'armée. Mais il se trouve que les civils qui sont à la tête de nos États africains, par peur ou par je ne sais quoi, l'envie d'être puissant et aussi puissant pour effrayer les autres, fait que délibérément, ils installent une garde proche d'eux pour assurer leur sécurité, mais qu'ils dotent d'une force de feu au-dessus de la générale, pour qu'en cas d'attaque, il soit protégé. Mais dans le cas du président Bazoum, c'est cette garde-là qui dispose de cette force de feu, donc 3 points au-dessus des autres entités de l'armée, qui le renversent, qui le séquestrent. Alors, les autres, au départ, se sont dit, ah non, nous sommes dans un régime démocratique, ça ne peut pas se passer. Ils se sont certainement parlé, ils se sont retrouvés, ils ont évalué, n'est-ce pas, ce qu'ils ont comme dotation d'armes et tout, et se sont dit, nous serons des chairs à canon si nous y allons. C'est ça la réalité. Et ce phénomène s'observe partout en Guinée. Avec le président Doumbouya, ça a été le cas. Ailleurs, je ne veux pas faire l'apologie des coups d'État, mais il y a un dysfonctionnement au niveau de la gestion de la chose sécuritaire en Afrique.
Et lorsqu'on se retrouve en situation, on commence par s'interroger. Non. Regardez les défilés dans les pays africains. Est-ce que vous n'observez pas que généralement les paracommandos et la garde républicaine ferment le banc des défilés pédestres? Est-ce que vous observez ça? Est-ce que vous observez que lorsque ces deux entités-là passent, le peuple ou les téléspectateurs, les spectateurs du défilé applaudissent plus, sentent une certaine fierté, s'identifient à travers ces deux entités-là? Est-ce que vous n'avez pas observé ça? C'est un phénomène que nos chefs d'État incrustent dans la tête, dans la mémoire collective, que c'est des forces dont l'invincibilité, n'est-ce pas, se retrouve au-dessus de toutes les autres forces. Alors quand c'est comme ça, et que ces forces-là en arrivent à prendre le chef de l'État, dont elle a la garde, dont elle a la garde, en otage, vous voulez que les autres forces fassent quoi? C'est ça la réalité. Et c'est une chose, c'est une question militaire, hélas. D'où on va dire la riposte en attente de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui on est dans une sorte de compte à rebours. Ça n'est pas ce qui est à souhaiter. Ça n'est pas ce qui est à souhaiter. Il faut le rappeler. Mais il reste que lorsque vous constituez, n'est-ce pas, une communauté de vie, lorsque au sein de votre famille, de votre collectivité, un enfant se retrouve sur la piste de l'égarement, n'est-ce pas? Il se trouve des Achosu, des jeunes, pour se regrouper, aller voir le sage, pour dire, cet enfant-là, si on ne l'arrête pas, il va, n'est-ce pas, transmettre, n'est-ce pas, son comportement ce même virus à d'autres. N'est-ce pas, ce virus-là, d'autres personnes. Et je me rappelle, chez nous, chez moi, en pays Adja, c'est à l'aube qu'on vous réveille, on vous corrige. Et on vous interdit de le faire à l'avenir. Alors, donc, c'est dans cette logique que les présidents, n'est-ce pas, de la CEDEAO se disent, ça n'est pas possible. Maintenant, que faire? Nous sommes sur un sujet éminemment militaire et je ne me vois pas sur un plateau de télévision dire, n'est-ce pas, des éléments par rapport à la question militaire. Donc l'option militaire est toujours d'actualité, mais il faut le rappeler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, surtout ces derniers jours. Il ne s'agit pas d'une opération contre le peuple nigérien, mais il s'agit d'une opération, on va dire, spéciale pour extirper, en tout cas, ceux qui ont quelque peu dévoyé la langue démocratique en cours au Niger et hâter le retour à l'ordre constitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Comment arrive-t-on à perpétrer un coup d'État? En tant que civil, ce que nous observons, c'est la prise de la présidence de la République et la chaîne publique d'information. Donc, lorsque en fait ces deux pôles sont pris, c'est comme si en fait on est déjà au bout. À partir du moment où le communiqué, ce qu'on peut appeler le communiqué de coup d'État passe, c'est que tout est plié. C'est-à-dire que de la même façon, en fait, comme certains le disent, la riposte sera concomitante à ce qui a été perpétré. Et je l'ai dit une fois ici, il ne s'agit pas d'une option militaire pour aller peut-être faire la guerre au Niger ou pour, nourrir en fait d'autres natures de tensions. Parce qu'on sait déjà que là, nous sommes déjà presque sous la braise en considérant ce que Dessel Amousso a décrit tout à l'heure, la position géostratégique du Niger avec la crise sécuritaire ne permet pas aujourd'hui, d'accord, que l'on ouvre le feu d'une certaine façon. Ça dit quoi? L'intervention pour moi, en tant que truc là, sera plus stratégique. Il s'agit simplement de viser la présidence
pas de viser pour aller bombarder la présidence, d'accord? Non, de travailler à prendre possession, de viser en fait les acteurs majeurs, d'accord, de ce coup d'État, d'accord? Parce que dans un pays, généralement, c'est lorsqu'on arrive, il s'est passé dans des pays où on est arrivé à prendre possession de la présidence de la République, mais le chef de l'État était hors du territoire. Il n'y a pas eu coup d'État. On arrive peut-être à prendre possession du chef de l'État, mais on n'arrive pas à prendre possession de la présidence de la République. Le coup d'État n'est pas consommé. Donc ici, c'est quoi? Heureusement encore, si peut-être si le président Bazoum est toujours là, et en fait c'est l'autre question sensible, ça. C'est l'autre question véritablement sensible. Comment faire en opérant cette intervention, assurer, d'accord, que rien n'arrive au président Bazoum. Parce que au-delà d'être, comment dire, oui, c'est l'otage, c'est l'otage. Il va servir peut-être, comment dire, de bouclier. On ne sait pas, en fait, tout a été imaginé. Les gens et puis, il faut connaître la position géographique de la présidence du Niger, qui est en fait au cœur d'un camp militaire. D'une base militaire. D'accord. Simplement parce que les civils, la panique, la hantise du coup d'État militaire a fait que, dans la recherche de la plus grande sécurité possible, eh bien, ça s'est passé. Mais il se trouve que c'est cela que ça se passe à nouveau. Donc, c'est une question éminemment délicate, d'accord? Comment faire pour ne pas créer, en fait, le chaos sur le territoire nigérien? Comment faire pour assurer l'intégrité physique du président Bazoum et en même temps arriver d'une certaine façon à, je ne peux pas dire peut-être brutalement, à mettre la main ou à mettre hors d'état de nuire les putschistes d'une certaine façon pour tenter en fait de faire rétablir l'ordre, qui est encore une autre équation. Le fait de peut-être réussir l'option militaire ne signifie pas toujours le rétablissement de l'ordre constitutionnel qui pourrait s'apparenter à un rétablissement de Bazoum dans ses fonctions. C'est une autre question tout à fait délicate. Comme je disais tantôt, ce que craint tout le monde, quelle sera la nature ou la proportion en fait de cette intervention militaire pour ne pas créer en fait des effets que l'on n'aurait pas souhaité. Mais je continue de dire, comment dire, il n'y a pas pour un militaire, il n'y a pas une meilleure menace que l'option militaire. Voilà. En attendant de parler d'option militaire, c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes sur ce plateau. On sait que les militaires des différents pays travaillent de concert depuis quelques semaines pour proposer aux politiques la meilleure stratégie au cas où cette option sera activée, parce qu'il faut le rappeler. Et là encore, il faut préciser que c'est les politiques qui ont le dernier mot, c'est les politiques qui activent. C'est pas la meilleure façon. Je pense que dans le travail en fait de ces officiers supérieurs, ce sera en fait de montrer les différentes formes d'intervention et les conséquences, d'accord, que cela pourrait générer d'une certaine façon. C'est-à-dire quoi? En disant nous pouvons faire de telle façon, ça peut générer si. Donc cela laisse toute la main, d'accord, aux autorités de la CEDEAO de choisir les options. Ceci désengagerait en fait, comment dire, les militaires, je préfère le dire comme ça, les militaires dans leur rôle, parce que ils auraient tout exposé. Donc pour moi, ce ne serait pas, nous allons le faire de cette façon, mais c'est de mettre les différentes options sur la table et de dire en même temps les conséquences, d'accord, envisageables pour chaque nature ou chaque type d'intervention selon le portée. Je le disais tout à l'heure, on est dans une sorte de compte à rebours. Maintenant, comment vous voyez cette fenêtre d'opportunité de négociation qui s'offre malgré le communiqué de ce jour? Est-ce qu'on peut considérer qu'on a, comme Tissel l'a dit, il faut épuiser toutes les voies de recours, toutes les voies de négociation avant de passer à l'option militaire agitée?
Oui, c'est lorsque toutes les possibilités, lorsque toutes les possibilités de discussion pacifique entre nous auront été épuisées, que nous pouvons justifier des moyens d'en arriver aux mains. D'accord? Donc, ce qui reste que il y a lieu, et je pense que c'est dans les principes de la CEDEAO, il y a lieu d'épuiser tous les voies de recours avant l'option militaire. Et c'est ça qui reste sur la table. Je le disais tantôt, je pense que les différentes parties sont d'une certaine manière ouverts pour la chose, sauf que il resterait peut-être un certain nombre de préalables ou de garanties dont les uns et les autres faudrait s'assurer. Voilà, Dissa Moussou, vous avez observé comme nous la position très ferme au-delà de ces pairs de la sous-région, la position très ferme du président de la République sur cette question. On peut opposer à cette fermeté affichée de l'État, du gouvernement et de ces pays de la CEDEAO à une certaine, on va dire, une certaine fébrilité dans l'opinion publique, et ça c'est pour être pour faire court. Certains remettent en cause vertement cette option. Il y a de tout qui se dit. Comment est-ce que le Bénin peut raisonnablement s'extraire de cette, on va dire, de ce mouvement d'ensemble de la CEDEAO pour dire non au coup d'État et quelque peu, on va dire, protéger la démocratie? Alors, il faudra peut-être saluer, n'est-ce pas, la fermeté du président Patrice Talon. Oui, il est aujourd'hui victime au sein de l'opinion de ce qu'on appelle victime d'un procès d'intention. Oui, il faut le dire comme ça. Parce qu'en réalité, voilà un président qui sait, n'est-ce pas, qu'il est engagé dans des réformes dans son pays, qu'il est dans le feu de l'action. Et lorsque vous êtes dans le feu de l'action, vous avez plus d'ennemis que d'amis, surtout lorsque vous êtes réformateur. Lorsque vous arrivez à la tête d'un pays pour bousculer les habitudes, les automatismes, renverser les citadelles, sortir les gens de leur zone de confort, les mettre au travail, parler de développement, refuser les coquineries, les amitiés politiques au sein de votre gestion. Lorsque vous faites ça, c'est qu'à l'intérieur, vous avez déjà des problèmes, vous êtes sur la braise. Et courageusement, vous allez à l'international définir cette même fermeté. Figurez-vous, le président Patrice Talon aurait pu se retrouver président de la CEDEAO depuis 2 ou 3 mandats derrière. Mais il a posé des principes. Il a dit, il faut que nous allions vers, n'est-ce pas, le reformatage de nos tests. Il a proposé des réformes à la CEDEAO. On a senti la résistance au sein de ses pairs. Eh bien, il reprend le lead de façon diplomatique. Aujourd'hui, à la tête du CEDEAO, il y a des chefs d'État, n'est-ce pas, qui pèsent leurs mots face à la situation. Ou qui ne disent rien. Qui se muent, n'est-ce pas, dans un silence de cas. Oui, la CEDEAO a besoin de réformes. Et nous sommes en face d'un point culminant qu'il faudra réformer. Parce que nous avons eu le cas, n'est-ce pas, Guinée, le cas Mali, le cas Burkina Faso, et aujourd'hui nous sommes en face du cas Niger. Que disent les tests de la CEDEAO? C'est un silence de marbre. Et c'est ce silence-là qu'oppose aujourd'hui la junte au pouvoir au Niger, aux instances de la CEDEAO. J'ai entendu un ancien chef d'État nigérien, n'est-ce pas, citer les tests de la CEDEAO qui l'opposaient à la CEDEAO par rapport à sa décision d'agir militairement. Donc, il y a une certaine carte
caducité notoire au sein de ces tests-là qu'il faudra réactualiser. Parce que lorsque j'observe l'enthousiasme qui accompagne chaque coup de frein à l'ordre constitutionnel en Afrique francophone, je m'interroge. C'est en cela qu'il va falloir aussi interroger et convoquer, n'est-ce pas, l'essence de la démocratie type subsaharien que nous observons aujourd'hui. Parce qu'en réalité, est-ce que cette démocratie-là procure au peuple de la CEDEAO satisfaction, bonheur? Il n'y a rien qui puisse se faire en marge de l'être humain, de l'homme. Si nous disons que nous sommes dans un contexte démocratique et que les votes sont biaisés, les résultats des votes sont biaisés, ceci dit, ce n'est pas en Afrique seule que cela s'observe. Tout le monde connaît le cas des États-Unis, oui, et le scandale des États-Unis avec le président Trump, n'est-ce pas, autour de la question. Alors si globalement la démocratie ne répond pas aux aspirations du peuple, peuple qui dispose d'une souveraineté, oui, et qui fait de chef d'État une institution, et qui fait de l'armée une institution, et qui fait, n'est-ce pas, du chef de l'État institution, chef suprême de l'armée, et que l'armée se retrouve à renverser son chef suprême, il est de besoin de s'interroger sur l'apport de cette démocratie au mieux-être de l'être. Oui, ça rejoint un peu ce que je veux dire. Est-ce que le fait que les populations n'aient pas assouvi leurs besoins primaires ou le fait que les populations soient insatisfaites justifierait que des militaires fassent un coup d'État? Ça, il n'y a pas de raison pour le crime. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, pour justifier un crime. Vous continuez de parler de coup d'État, moi je continue de parler de prise d'otage. Je suis dans une situation criminelle. Et je dis, il n'y a pas de raison pour justifier un crime. Voyez-vous? Mais au même moment, je trouve qu'il est de besoin que ces crimes-là commencent par devenir récurrents. On l'a vu en Guinée. Oui. N'est-ce pas? Le professeur a été pris en otage des jours avant de se retrouver hors du territoire national pour des questions de soins. Et c'est devenu une méthode classique aujourd'hui. Alors, il faut marquer un arrêt, n'est-ce pas? Et c'est en cela que je vais convier les responsables, surtout les cadres techniques, les fonctionnaires de la CEDEAO, à se pencher véritablement sur la question. Parce que les chefs d'État passent, ils vont passer. Mais l'institution sous-régionale que constitue la CEDEAO, le souhait de tout le monde, c'est qu'elle se pérennise, qu'elle se transforme et qu'elle constitue un tremplin pour le mieux-être de la communauté, n'est-ce pas, sous-régionale. Mais si nous n'allons pas à cette satisfaction et que nous tergiversons à régler des problèmes de gouvernance interne à chaque pays membre, à régler des problèmes de saut d'humeur des militaires de chaque pays membre, je crois que la question du développement sera abordée à une heure tardive. Et ce n'est pas bien. Moi, je n'accuse personne. J'accuse les tests. J'accuse les fondements de la démocratie
j'interpelle les élites et j'accuse au même moment le mode de gouvernance que nous avons globalement en Afrique. Parce que à travers les murs et les non-murs qui sont distillés, c'est qu'il y a quand même des sujets de préoccupation, des sujets de réflexion. Sur cette question, sur la réaffirmation de ces fondamentaux par le président de la République, qui d'ailleurs, disons, on bouge la même trompette, évidemment, il le dit, il l'assume encore. Là encore, il faut remarquer que dans la sous-région, Dissel parlait de silence de certains chefs d'État. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont d'avis contraire, mais on voit clairement que, mis à part le président Tinubu, le président Patrice Talon, le président Macky Sall, le président Alassane Ouattara, en tout cas, monte au front régulièrement pour réaffirmer, quel qu'en soit ce qu'on pense, une certaine opinion publique, les fondamentaux et ce qu'il faut faire. Il y a un prix à payer, évidemment, puisqu'il y a des sanctions drastiques qui sont en place. On en subit le contre-coup, mais c'est un prix à payer parce que, autrement, la catastrophe pourrait être plus difficile à supporter. Je pense que le procès de la CEDEAO, son incapacité à assurer l'arrimage entre démocratie et développement, son incapacité à faire éviter ou à mettre les barrières contre ce que certaines opinions appellent le coup d'État constitutionnel, ce procès de la CEDEAO, nous le ferons après. D'accord? Nous le ferons après. Je ne pense pas que ce soit le moment. Parce que si on met... Parce qu'il y a d'autres questions qui sont venues. Les questions de panafricanisme, ainsi de suite. Si nous mettons tout dans un même panier, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Prenons la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses acteurs, avec le contexte dans lequel nous sommes. Je pense en fait le chef de l'État béninois, son excellence Patrice Talon, n'a jamais, d'une certaine façon, même au sein de la CEDEAO, n'a jamais rasé les murs, d'accord, pour dire ce qu'il pense, pour afficher ses positions. Dissel le rappelait tantôt, ces idées, en fait, réformatrices. Dit qu'il était victime de ce qu'on appelle la commune renommée. Voilà. Donc, il l'avait déjà affiché. Et donc, sur un débat aussi sensible que ceci, en fait, affiché, en fait, on ne peut pas faire preuve d'irresponsabilité en cette matière. Vous êtes chef d'État. Vous avez participé à la conférence des chefs d'État sur une question. Je pense que dans les délibérations, c'est ça. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, une option est prise. Vous sortez de là, vous portez l'option commune. Il ne revient pas à un chef d'État, d'accord, de venir parce que peut-être il n'aurait pas été d'accord avec l'option qui a été prise de faire autre chose. Vous permettez, oui, s'il vous plaît, c'est à cela qu'il faut saluer le courage et le leadership du président Patrice Talon. Vous savez, à la fin de cette réunion, on aurait pu observer le silence au sein de tous les chefs d'État, n'est-ce pas, membres participants à la réunion, et puis l'administration de la CEDEAO, ou le porte-parole, n'est-ce pas, du président Tinubu, du président de la CEDEAO, viendra nous lire un communiqué laconique. C'est le président de la commission. Voyez-vous. Mais il se trouve que le président Patrice Talon a dit mais non, il est allé au front. Pas parce qu'il soit belliqueux ou parce qu'il soit un va-t-en-guerre, mais je crois que c'est le tapis rouge qui se dresse désormais devant lui pour prendre le lead, n'est-ce pas, diplomatique dans la sous-région. Et j'espère que ses pairs vont le suivre dans les réformes qu'il préconise pour cette CEDEAO.
Maintenant, il faut souligner dans ce que vous décrivez pour que le tableau soit complet que dans la même veine, le président Macky Sall est allé même plus, on va dire plus loin en explicitant les décisions de la CEDEAO en Aoussa pour que les gens puissent comprendre. Bon, puisque je ne parle pas Aoussa, donc voilà. Et que le président Ouattara, qui nous a, on va dire, en griffe façon dira surpris, qui a tenu à la descente d'avion en Côte d'Ivoire, fait un point de presse et explicité de façon très claire les dispositions que son pays prend en termes de provisionnement, en termes de contingence et en termes d'instructions données au chef d'état-major général des armées. Donc, continue. Vous savez, dans cette opinion, ce n'est pas toujours facile cet exercice, en fait, pour les chefs d'État de la CEDEAO, dans un contexte où on a le sentiment, en fait, que l'opinion publique a de plus en plus tendance à vomir la CEDEAO de par ses positions par le passé. C'est pourquoi il disait tantôt que ce n'est pas le moment, en fait, de faire le procès de la CEDEAO. Donc, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est courageux, d'accord, de porter, en fait, ces principes-là, ces valeurs démocratiques, quoi qu'on puisse dire de ce qu'est l'organisation de la CEDEAO aujourd'hui. Cette position de Patrice Talon, ce n'est pas une première. Vous vous souvenez sur la question de la dette. Et nous avions tous, en tant qu'ancienne colonie, nous avions tous pensé que, en fait, on n'est pas obligé de payer la dette. On doit nous faire souvent des remises de dette quand nous le sollicitions d'une certaine façon. Oubliant, en fait, les revers que cela pouvait avoir, le chef de l'État a affiché à travers son ministre des Finances, a affiché une position qui est devenue aujourd'hui, d'accord, la position la mieux partagée parce que économiquement tenable d'une certaine façon. Et donc, à partir de ce moment, c'est pourquoi on dit, lorsque vous avez votre opinion, et il faut l'exposer, il n'y a pas à se, comment dire, à se dire, mais qu'est-ce qu'on en dira? Non, affichez la vôtre et défendez-la jusqu'au bout. Encore que jusqu'aujourd'hui, les Béninois ont conféré la plénitude de pouvoir à Patrice Talon pour prendre en fait de cette position-là au nom du peuple béninois. Parce que, je le disais tantôt, hein, nous sommes quelque peu, c'est comme si on laissait passer, d'accord, nous installons en fait l'instabilité autour de nous-mêmes. Et comme quelqu'un l'a dit ici sur votre plateau, les revers de l'instabilité sont plus graves en fait que les revers de, comment dire, de ce qu'on peut appeler la malgouvernance ou les travers de la démocratie d'une certaine façon. Donc, réglons au mieux la question qui se pose maintenant et continuons de poser les questions qui sont nos questions quotidiennes et ayons véritablement le courage de les poser. C'est pourquoi je voudrais inviter encore une fois, puisque après ces opinions émises, au-delà, à part, comment dire, ce que Dissel Abonsou appelait les positions, les opinions mûres et non mûres, à part ces opinions-là, on n'a vraiment pas d'opinion pertinente, je peux dire, des milieux scientifiques d'une certaine façon. D'où l'interpellation des élites. D'où l'interpellation, on n'en a pas. Donc, de sorte que nous sommes au quotidien dans nos élucubrations d'une certaine façon. Chacun pense dans sa chambre le sentiment que la CEDEAO et les chefs d'État lui inspirent et nous sommes dans du mille-mélo. Posons véritablement les problèmes pour nous demander est-ce que demain, d'accord, un chef de famille va accepter, on doit accepter qu'un chef de famille parce que deux gros bras de la famille ont décidé que de toute façon que lui gère, il ne sera pas content, il peut venir le prendre, le déporter, le séquestrer, prendre en otage toute la famille pour dire bon maintenant, allons-y. Non, franchement, il faudra revenir en fait à nos valeurs. Peut-être que ce il faudra considérer, quelqu'un le disait aujourd'hui et je le soumets à votre analyse, c'est vrai qu'il y a un début on va dire de frémissement, de plainte, on parle par rapport aux sanctions, à la fermeture des frontières par rapport au Niger, il y a le contre-coup qu'on devrait subir raisonnablement, hein, avec le port, ainsi de suite. Certains proposaient d'évaluer, certains diraient que c'est un prix à payer en comparaison au prix qu'on devrait avoir payé si le Niger sautait. Parce que ça obligerait l'État, par exemple, à ouvrir un autre front, les militaires à ouvrir un autre front.
front à la frontière du Niger, et ça, ce serait autrement plus coûteux au vu des dépenses qui sont les nôtres en ce moment pour contenir le front de la frontière burkinabé. Écoutez, moi je vous dirais que lorsque nous sommes en communauté, c'est que nous constituons un corps. Nous sommes un. Et je voudrais prendre l'exemple, n'est-ce pas, du corps humain. Pour dire que lorsque vous avez mal à l'orteil, vous chauffez. Vous avez la migraine. Le corps vous fait mal. Alors c'est en cela qu'il faudra lire, n'est-ce pas, les effets collatéraux, n'est-ce pas, des différentes sanctions prises par la CEDEAO sur l'ensemble de la communauté de la CEDEAO. C'est en cela que la communauté, c'est-à-dire que les populations de la communauté sont invitées à accompagner les chefs d'État à l'ordonnancement, n'est-ce pas, des médicaments qu'il nous faut, du médicament qu'il nous faut pour guérir notre corps. Et lorsque l'ordonnancement sera fait, il sera question, n'est-ce pas, de prendre ces médicaments en fonction de la posologie. Il y en aura qui seront amers, très amers. D'autres sirops sucrés ou moins sucrés. Lorsqu'on est dans un processus, n'est-ce pas, de la sauvegarde de la communauté, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des moments de peine. Lorsque vous voulez construire chez vous ou réaménager votre demeure, les ouvriers produisent des gravats, de la poussière qui indispose vos enfants, votre ménage. Votre liberté se réduit parce qu'il va falloir peut-être définir d'autres circuits de marche en attendant la fin des travaux. Mais à la fin, et les enfants, et maman, et vous-même, c'est une fierté qui vous anime. La CEDEAO a besoin, n'est-ce pas, ensemble avec ses peuples, toute la communauté, d'ouvrir, n'est-ce pas, la voie aux réformes que préconise le président Patrice Talon. Pour qu'on n'ait plus demain à avoir sanctionné tel pays pour créer du tort à l'ensemble de la communauté voisinante. Parce qu'en réalité, le Bénin a beaucoup à perdre dans ces sanctions-là, au même moment que le Niger. Mais quand on dit le Bénin, le Niger, il y a le Togo, il y a le Nigeria. Il faut dire que c'est une sanction contre toute la communauté elle-même. Mais lorsque votre enfant a fauté et que vous voulez le corriger, nous, en notre temps, on nous chicotait. Aujourd'hui, la loi l'interdit. Ce n'est plus permis. La loi l'interdit. Mais lorsqu'il vous est arrivé de fesser votre fils quand il pleure, lorsque vous le regardez, vous-même vous avez mal. Et quelques secondes après, vous trouvez les mots doux pour l'attirer, quitte à lui dire ne recommence plus. Sinon, papa va se fâcher. Voyez-vous, c'est de cela qu'il est question. Le Bénin n'a pas allé en guerre contre le Niger. Le Togo n'a pas allé en guerre contre le Niger. Le Nigeria n'a pas allé en guerre, le Guinée, machin. Non. Nous sommes un. Nous sommes un corps. Mais il se trouve que un doigt qu'est le Niger est malade. Bon, une main, un doigt, c'est Bon, comme enfin, petit. une main qu'est le Niger. Un bras, parce que... Un bras, si vous voulez. En Parce tout que- cas, une partie de ce corps que nous constituons ressent des pathologies. Il va falloir
n'est-ce pas, administrer le bon traitement pour que le corps que nous sommes, que nous constituons, retrouve sa vigueur, sa vitalité, sa vivacité pour, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique. Oui, on ne fait pas. C'est vrai que les dirigeants, c'est vrai qu'ils sont là pour ça, pour peser le pour et le contre, même si c'est une décision d'ensemble. La même question que je posais à Dessel Amoussou, le coût serait autrement plus grand si le Niger, comme d'autres pays, devenait un État failli et que le Bénin, par exemple, soit obligé pour ses forces de sécurité et de défense d'ouvrir un autre front, autre que ce que la position que nos forces de défense, avec, on va dire, avec beaucoup de succès, tiennent aujourd'hui. Parce qu'on gagnerait peut-être de l'argent aujourd'hui en laissant les frontières ouvertes, mais tout cet argent sera dépensé. C'est un manque à gagner pour tout le monde. C'est un manque à gagner pour tout le monde. Si demain, comme on le voit depuis quelques jours, les incursions qui viennent pour le moment, de la plupart du temps, du Burkina, demain, que ça nous vienne du Niger. Donc en réalité, c'est un prix à payer pour que la situation, pour qu'on sauve le plus rapidement possible cette situation qui peut être funeste pour nous. Ça m'inspire une préoccupation. Je voulais demander une fois ici si les coups d'État au Burkina, au Mali, sur le motif de crise sécuritaire, économique et sociale, si ces coups d'État ou la gestion après ces coups d'État par ce que j'appelle les conseils nationaux de par les juntes, est-ce que ça a sensiblement amélioré les conditions de vie des populations? Est-ce que ça a régulé, d'accord, la crise sécuritaire? Parce que bien malheureusement, vous l'aviez dit tantôt, c'est-à-dire les incursions, en ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus le Burkina aussi, par le Burkina que par le Niger, qui est dirigé par un civil, le Burkina ayant à sa tête un militaire produit d'un coup d'État, il faut le dire comme ça. Est-ce que nous avons pris le temps? Est-ce que nous avons évalué? Est-ce que les populations ont évalué, se sont posé un moment la question d'une certaine façon pour aujourd'hui nous vanter quelque peu, comment dire, les mérites supposés en fait des coups d'État d'une certaine façon? Non, sur cette question-là, je dirais de façon pratique, n'est-ce pas? Oui, les incursions sont beaucoup plus du côté du Burkina Faso. Vous savez pourquoi? Il faut l'expliquer techniquement pour permettre à mon co-débatteur d'avancer dans sa réflexion. Non, c'est parce que le Burkina Faso, pas parce que c'est aujourd'hui un militaire qui est à la tête, non, mais c'est que le Burkina Faso, depuis un certain temps, a commencé par compresser les terroristes qui se sont installés au nord du Bénin, le sud donc du Burkina Faso. Ils ont érigé leur zone de confort, n'est-ce pas, là. Mais puisque le Bénin a commencé par progresser dans sa position, ils ont commencé par frapper la position du Bénin. C'est si simple que ça. Ce n'est pas une défaillance pour dire que c'est parce que c'est un militaire qui est là, ça n'a pas arrangé les choses. Il faut dire les choses comme ça. C'était un apport. D'accord, mais il reste à être évalué, en fait, comment dire, si l'efficacité, l'efficience, l'efficacité, en fait, de la gestion nouvelle des militaires sur la vie des populations d'une certaine façon. Je pense, parce que, en fait, nos États africains, c'est-à-dire, on ne fait pas l'histoire, quelqu'un dit, on ne fait pas l'histoire deux fois. C'est-à-dire, nous sommes passés par ces étapes-là. Nous avons vu, en fait, ce qui était. Nous avons tourné dos, d'accord, à cette forme de dire qu'on va régenter la gouvernance. Nous sommes dans une option qui, bien, malheureusement, il faut l'avouer, n'est pas sans quoi. Alors, cherchons les solutions et non, retomber d'une certaine façon d'où on était venu. Je pense que ça sera extrêmement dangereux. Ça nous mettra en déphasage complètement, d'accord, avec le reste du monde. Quelqu'un disait ici la dernière fois que, en fait, lorsqu'on parle de coup d'État peut-être au Niger, pour l'homme d'affaires de Californie, c'est que Burkina, 2 ans après, tel pays, 2 ans après. Pour l'investisseur californien, c'est que l'Afrique est un pays instable. Je cherche en fait une destination pour investir. Est-ce que je vais investir sur un continent ou dans un pays où je ne suis pas sûr,
D'accord? Si ceux qui sont là aujourd'hui le seront encore demain ou après-demain ou dans une semaine d'une certaine façon. Alors que nous ne pouvons pas en fait rester en marge de la dynamique en fait du monde en termes économiques aujourd'hui. L'Afrique ne peut pas continuer à s'illustrer de cette façon, comme quelqu'un a dit, à s'illustrer de cette façon bestiale, d'une certaine façon. Parce que les problèmes, ça se pose dans tous les pays du monde. Il n'y a pas. D'accord, ceux que nous citons en exemple, mais à aucun moment, ils n'ont franchi cette étape-là. Les problèmes, c'est généralement un pays contre un autre. Mais que, attendez, les citoyens, d'accord, un président que les citoyens ont installé, avec leurs ressources, d'accord, on a payé des armes, on a recruté des militaires qu'on a formés, et on prend ces mêmes armes, d'accord, pour retourner contre le chef d'État élu, installé légalement et légitimement. Et il se trouve bien malheureusement des gens pour l'applaudir. Et le problème en fait c'est quoi? Ça crée ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Vous êtes mieux placé pour le dire. J'observe le faire souvent. Vous savez, lorsque de ces événements viennent, et on a comme l'impression qu'une certaine opinion, en sens, l'opération dit, applaudit, ceux qui ont une opinion contraire se disent, si je l'exprime, qu'est-ce qu'on pensera de moi? Donc, ils se muent de toute façon. C'est ce que nous notons sur les réseaux sociaux aussi. Lorsque vous faites peut-être une publication, peut-être, il y a les trois premières personnes viennent, adoptent une position. Quelqu'un une position contraire, c'est difficile de l'exprimer. Il vient seulement, il met peut-être un sentiment et il disparaît. Parce que, en fait, il ne veut pas être confronté, d'accord, sur la tautologie, à cette confrontation d'une certaine façon. Donc, il y a aussi cet effet d'entraînement. Ce que vous voyez au Niger, d'accord, encensé, en fait, ce qui est en train de se passer, il y a aussi une multitude, d'accord, dans le silence, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Qui ont d'ailleurs essayé de manifester hier. Et on a vu ce que cela a donné. Ce que les gens reprochent, d'accord, excusez-moi, aux civils, par rapport à la manipulation de la masse ou à la gestion des foules, c'est bien malheureusement la même chose que les militaires vont rejeter. Et ce que je dis, lorsqu'on va continuer à le faire, ça s'est déjà passé. Le jour où un fou, excusez-moi de le dire, où un fou prendra les armes pour descendre un président démocratiquement élu, pour rejeter une gouvernance de folie, nous serons là pour être témoins des conséquences. Voilà, Distel Amoussou, peut-être ceux qui ont la meilleure réponse à ce que nous dénonçons ici et que les présidents de la CEDEAO et les tenants de la démocratie dénoncent, c'est peut-être encore, on va dire, ce que j'appelle la troupe Assimi Goïta, parce que de façon manifeste, dans la constitution qui vient d'être votée au Mali, des putschistes qui sont dans une transition, dans un processus, ont réaffirmé noir sur blanc qu'un coup d'État est un crime imprescriptible contre la population malienne. Non, c'est peut-être eux, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Donc pour eux, on peut l'absoudre, mais tout ce qui adviendrait après eux en forme de coup d'État serait un crime contre le peuple malien, un crime imprescriptible par ailleurs. Donc évidemment, les militaires eux-mêmes savent que ces militaires-là, en tout cas, savent qu'ils sont en marge de la légalité. Voilà. Est-ce que vous savez qu'on devient fou comme on était? On devient fou comme on était. Si vous étiez de nature calme, lorsque vous devenez fou, vous êtes calme. Mais lorsque vous étiez de nature bruyante, vous devenez fou, vous devenez violent, très violent. Et on dit souvent que les meilleurs flics sont ceux qui nous viennent de la pègre, ou qui ont, n'est-ce pas, des accointances très poussées avec la pègre. Oui, Assimi Goïta a opéré un coup d'État. Il sait qu'il ne sera pas exempt de la chose. Il sait que cette possibilité existe. Il a renforcé cela, n'est-ce pas, dans la constitution de son pays. C'est en cela qu'il conviendrait, n'est-ce pas, de réformer, je le dis, d'accompagner le président Patrice Talon à réformer l'instance CEDEAO. Est-ce que vous voyez? Car en réalité,
pour ne pas assister ou ne plus assister à ces genres d'arguments fallacieux tirés par les cheveux pour aboutir à des coups d'État, il faut éviter la pathologie qui consiste à hisser, n'est-ce pas, l'exécutif à la tête des autres institutions. Il faut des institutions fortes dans un processus démocratique. Il faut le dire. Si aux États-Unis, les institutions n'étaient pas suffisamment fortes, n'est-ce pas, le scandale du Capitole aurait pu amener les États-Unis à basculer. Aujourd'hui, Donald Trump est en train d'en répondre. Voyez-vous. Le président guinéen actuel a compris. Et il a inséré ça dans la constitution du pays. C'est un début. Peut-être qu'on va convier les autres pays de la sous-région, de la CEDEAO, à réfléchir autour de la question, donc interpeller les élites autour de la question. Et comme l'imprescriptibilité des crimes économiques, qu'on rende, n'est-ce pas, le frein ou les freins au processus démocratique, à l'ordre constitutionnel, crime d'abord, et puis imprescriptible. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, quand la CEDEAO, non pas la CEDEAO, j'ai lu, n'est-ce pas, la décision de l'Irak par rapport à un confrère qui assimile, n'est-ce pas, le coup d'État à un crime et dit on fait l'apologie du crime. Mais je voudrais que cela soit formellement et explicitement, n'est-ce pas, consigné dans les tests de la République, pour qu'on évite ce forcing, pour qu'on sache que désormais, lorsque tu vas sur ce terrain, naturellement, n'est-ce pas, tu deviens un criminel. Parce qu'aujourd'hui, la junte au Niger ne se considère pas comme criminelle. Elle se considère comme, n'est-ce pas, sauveur du peuple, adulé par le même peuple. Je parie que le nombre de personnes que j'ai vues au stade et dans la rue, si c'était au cours d'une élection, mais le responsable de cette junte serait élu au suffrage universel. Oui, bon, ce n'est que 30 000 personnes. 30 000 personnes dans le stade. S'il vous plaît, je ne vais pas céder à la guerre de la communication. Je resterai, n'est-ce pas, technicien dans mes analyses, mais je dis ce que j'ai vu là. On ne peut pas me dire que c'est organisé de toutes pièces en quelques jours, en quelques heures. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a, et même si cela était le cas, ça veut dire que le terrain est resté longtemps fertile à cela et que le travail a été fait pour obtenir ce résultat-là. Donc, il y a un problème au fond. Il y a forcément un problème. Mais est-ce que ce problème-là, n'est-ce pas, va nous pousser au crime si je continue de considérer, au même titre que la CEDEAO, ce qui se passe au Niger comme un crime, c'est-à-dire une prise d'otage. Voyez-vous. Alors, donc globalement, la pathologie est commune aux pays africains, n'est-ce pas? La gouvernance, la gestion de la démocratie, comment est-ce que nous regardons, n'est-ce pas, les autres, les choix, n'est-ce pas, économiques, les choix politiques, les choix de l'éducation, les choix au niveau du sport, tout ceci, n'est-ce pas, doit désormais interpeller nos gouvernants pour que on puisse assister à des démocraties participatives et ouvertes. Bon, voilà. Il sera temps de réfléchir sur la cause. Bon, on va rapidement sortir de ces échanges. Alors, je repose la question du début. C'est vrai qu'on ne va pas faire de la politique fiction. Les militaires continuent de travailler. Normalement, une réunion, une technique devait se tenir aujourd'hui à Accra, regroupant les chefs d'état-major des 11 pays qui sont appelés à travailler sur ce plan d'intervention. Une réunion reportée sine die. Voilà, en même temps,
il y a cette opportunité de négociation qui est ouverte. Comment vous voyez la suite, très rapidement? Comme je disais tantôt, chacun a fait ses armes. Dans le même temps, on a manqué de le dire. Une délégation nigérienne était en Guinée aujourd'hui pour discuter avec le chef de la junte Doumbouya, parce que lui, contrairement à ses homologues du Mali et du Burkina, avait une position quelque peu mitigée. Bon, il soutenait, mais bon, il soutient, mais bon, il soutient de loin. Donc, en fait, c'est une recherche de partenaires ou de partenaires au-delà, en fait, des frontières que la junte nigérienne a. Non, vous demandez à quelqu'un qui a mis dans sa constitution que faire un coup d'État un crime est prescriptible. Non, c'est plutôt le Mali. C'est plutôt le Mali. Super. Doumbouya, il n'a pas affiché une position. Il a soutenu, mais il reste à ce que ce qu'on peut appeler les actuelles autorités, les autorités nigériennes sont dans une sorte de recherche d'appui, d'accord, au-delà de frontières, pour soit pour peser dans la balance ou pour parer éventuellement à ce qui se dessine au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO a la plus grande responsabilité et c'est assez délicat d'une certaine façon. Je le disais tantôt, il faut que tout cela en fait soit fait en bonne intelligence. Et je continue de dire que la voie diplomatique reste la meilleure parce que toute autre voie ne manquera pas de laisser des séquelles. Vous voyez, en fait, les restrictions économiques, nous souffrons tous de ça. De la même façon, quelle que soit la nature de l'intervention militaire, nous en souffrirons, mais ça reste que c'est le mal nécessaire pour creuser l'abcès. Je voudrais dire que le Bénin est complété et dire que le Bénin a un génie et que le président Patrice Talon pourrait, n'est-ce pas, éventuellement passer ce génie-là à ses pairs au sein de la CEDEAO. Vous vous rappelez qu'en 1990, à la descente de la Conférence nationale des forces vives de la nation, Monseigneur Isidore de Souza Personne a été discuté avec le président Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, et le Bénin avait pensé à la formule magique, n'est-ce pas, d'amnistier, n'est-ce pas, tous les faits et personnalités, n'est-ce pas, d'une période à une autre. Ça a été, n'est-ce pas, une potion magique. Peut-être. Peut-être que si le Bénin, à travers le président Patrice Talon, mettait cette forme de génie de proposition dans la balance, dans les discussions, peut-être que, avec cette garantie, on pourrait observer une sorte de dégel au niveau de la crise. Une amnistie aux putschistes, hein, c'est ça. Une amnistie totale. Totale, intégrale, parfaite, n'est-ce pas? Peut-être qu'on pourrait, n'est-ce pas, à travers ça, obtenir une sorte de dégel au niveau de la crise au Niger. Car en réalité, il y a une évidence. Et il y a une réalité qui s'observe dans les pays africains. Lorsque le président qui est au pouvoir, même s'il est élu démocratiquement, il n'a pas la garantie que sa descente sera paisible, il devient dictateur. Il s'entoure de toutes les précautions possibles pour devenir dictateur. Et le Bénin a fait exception en donnant au général Mathieu Kérékou, en son temps, toute la garantie de sa tranquillité, et nous y avions gagné. Je crois que c'est une formule possible à l'exportation. Voilà. Merci beaucoup, Dissel Amoussou. Je rappelle que vous êtes consultant en communication et expert en investigation sécuritaire. Julio Tometi, merci beaucoup. Vous êtes juriste et consultant politique, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'est ce qu'on pouvait dire ce soir au gré de l'évolution, en tout cas des dernières évolutions de cette situation au Niger. C'est ce que nous pouvions vous proposer ce soir. Nous allons continuer par suivre l'actualité au jour le jour et vous proposer, si besoin, différents
différentes lectures de ce qui advient de cette situation préoccupante dans ce pays, amis et frères. Je rappelle que vous pouvez revivre cette émission sur notre compte YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte Twitter Télé Live, notre page Facebook Télé en direct et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres développements.